Bon. Bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui pour auditionner donc l'inspection générale des affaires sociales au sujet de l'évaluation des conventions d'objectifs et de gestion, les COG, des caisses de sécurité sociale. Nous accueillons, et merci pour votre présence, donc Monsieur Thomas Audiger, chef de l'IGAS, Madame Corinne Cherubini, inspectrice générale des affaires sociales, et Madame Céline Perruchon, inspectrice première classe des affaires sociales. Je vous remercie tous les trois pour avoir accepté notre invitation. La mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, que je co-préside avec Jérôme Gage, réalise de nombreux travaux d'évaluation. Nous avons lancé très récemment une évaluation sur la gestion de la dette sociale, ainsi que plusieurs évaluations dans le cadre donc, du printemps d'évaluation sur les EHPAD, centres sociaux territoriaux, lutte contre la fraude et d'autres. C'est une demande un peu personnelle. Je souhaite effectivement que l'AMEX travaille davantage à contrôler, à mieux comprendre comment travaille le gouvernement, les directions du ministère des Solidarités et de la Santé et les organismes de sécurité sociale afin de contrôler leur action et la mise en œuvre des mesures que nous votons dans le cadre des FSS en s'intéressant à leurs conventions d'objectifs et de gestion. Nous aurons l'occasion d'échanger prochainement sur ce sujet avec le directeur de la Sécurité sociale et les directeurs des caisses dans le cadre du printemps de l'évaluation. En amont, il nous semble intéressant d'entendre celles et ceux qui sont en charge de l'évaluation de ces conventions afin que vous nous expliquiez comment fonctionnent ces conventions, comment elles sont négociées et mises en œuvre et surtout comment vous procédez pour les évaluer. En prenant par exemple les conventions de la CNAM, donc l'assurance maladie, de la CNAF concernant la famille et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Donc voilà un petit peu, c'est un exercice qui est un petit peu nouveau dans le cadre de l'AMEX et il nous semblait intéressant effectivement de vous auditionner. Vous avez fait un gros travail, on a pris connaissance effectivement de votre travail concernant l'évaluation des dernières COG et donc c'est intéressant de vous entendre par rapport au travail que vous avez fait et des observations que vous avez pu faire. Merci bien. Je vous donne la parole. Je dis un tout petit mot en complément de cette audition pertinente dont tu es à l'origine, puisque là, ce n'est pas à proprement parler pour des travaux de l'AMEX, mais c'est l'environnement dans lequel on les déploie. Alors, je le fais forcément avec une émotion particulière, puisque ma première mission à l'IGAS a consisté, en 1996, à préparer la première convention d'objectifs et de gestion de la CNAF. Et donc, c'était ma première mission, et il m'est arrivé 2 ou 3 fois de faire des évaluations de conventions d'objectifs et de gestion, notamment dans la branche famille. Il y a là une matière très documentée, de connaissances fines. Et c'est le lien qu'on voulait faire. C'est-à-dire que nous votons des lois de financement de la sécurité sociale et on est rarement amené à s'interroger sur les conditions de mise en œuvre de tel ou tel article des lois de financement de la sécurité sociale qu'on est amené parfois à évaluer et qui ont des conséquences sur les moyens mobilisés par les caisses, sur les ressources. On va beaucoup parler des ETP des caisses. Et donc, l'intérêt, à travers la vision panoramique, même si on s'appuiera sur quelques-unes des dernières évaluations que l'IGAS a pu être amené à conduire, c'est en effet de mesurer ce qui ressort des évaluations et des propositions que vous faites pour la préparation des futures COG et la manière dont celles-ci intègrent les dispositions votées dans les LFSS au fil des ans. Donc voilà pour le cadre global, peut-être démarrer par un propos liminaire, et puis après on pourra vous questionner plus spécifiquement sur certains aspects de votre méthodologie. Merci. Avant de donner la parole à mes collègues qui ont chacune fait une des missions d'évaluation de COG, peut-être quelques généralités sur la manière dont on procède pour répondre à votre question et sur, chemin faisant, la manière dont on pourrait essayer de mieux procéder. D'abord, l'IGAS intervient par principe sur saisine des ministres qui sont compétents sur le champ social ou du Premier ministre. Par exception, elle a un programme de travail, mais qui de toute façon est validé par les ministres. Mais lorsque une mission figure au programme de travail, elle peut la déclencher chemin faisant sans lettre signée du ministre.
Alors, en l'occurrence, pour les missions COJ dont on parle aujourd'hui, elles ont fait l'objet de lettres ministres. Et en l'occurrence aussi, ces lettres étaient longues, détaillées, avec beaucoup de points que nous avions à vérifier, ce qui a deux conséquences. La première, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et la deuxième, c'est que ces lettres elles-mêmes ont mis beaucoup de temps à être élaborées et donc sont arrivées tard. Et donc la deuxième conséquence, c'est qu'on a eu peu de temps pour le faire. Donc à l'avenir, on essaiera de... On en discute avec Franck Vollenep, le directeur de la Sécurité sociale. On inscrira dans notre programme de travail le fait que de toute façon, il y a des COJ à évaluer. On lancera les missions. Et le premier travail des inspecteurs sera de faire la tournée des acteurs et d'en déduire un cadrage, de le faire valider. Comme ça, la mission aura commencé tout de suite et on affinera avec les diverses parties prenantes. Est-ce qu'on pourrait avoir communication de ces lettres de mission? Elles sont peut-être même annexées au rapport, mais on peut aussi vous les communiquer sans difficulté. Alors, une fois que cette mission est partie, on a eu un premier travail de priorisation, pour les raisons que je vous disais, en particulier avec la direction de la sécurité sociale, qui a consisté d'une part à essayer de discriminer entre les nombreux sujets qui figuraient dans les lettres de mission, mais d'autre part à déterminer lesquels de ces sujets devaient être traités en priorité pour pouvoir alimenter le débat parlementaire dans le cadre du PLFSS. Et typiquement, parmi ces sujets, il y a la trajectoire financière et en effectif qu'il faut documenter en regardant les gains de productivité, etc. Et c'est ça qu'on a souvent priorisé. Et le reste de la mission a pu se poursuivre en parallèle d'ailleurs des débats parlementaires. Et on essayait d'alimenter, dès que les choses étaient suffisamment fixées dans l'esprit des inspecteurs, on pouvait de temps en temps livrer de manière informelle des choses qui pouvaient alimenter soit le PLFSS, soit les négociations qui parfois avaient commencé avant que le rapport ne soit terminé. Alors évidemment, nous, on signe le rapport, c'est les inspecteurs, les inspectrices en l'occurrence qui signent le rapport, et donc on ne livre en intermédiaire que les choses dont on est certain ou quasi certain qu'elles figureront inchangées dans le rapport. Et donc c'est des choses qu'on ne fait qu'avec extrême prudence à l'IGAS, de faire des livraisons intermédiaires dans les missions. Les investigations, il y a systématiquement au moins une caisse locale qui est vue pour voir en bout de chaîne comment se présentent les choses, si possible plusieurs caisses locales, puisqu'évidemment on a une diversité de territoires, d'organisations, de systèmes de management. J'en profite pour préciser que d'une caisse à l'autre, d'une branche à l'autre, c'est pas du tout les mêmes niveaux d'autonomie et de décentralisation qu'on peut trouver. Donc ça peut expliquer que les missions COJ, suivant que c'est la CNAM ou la CNAF, ne s'organisent pas tout à fait pareil. Deuxième élément sur la méthode d'investigation, et ça a été fait pour la CNAF, on a pratiqué des observations au poste de travail et des groupes de parole. Troisième élément, et ça c'est un incontournable quelle que soit la mission COJ, une analyse des indicateurs. Il y a souvent beaucoup d'indicateurs, parfois trop du point de vue de l'IGAS, et donc on va prioriser. On va d'abord analyser par grands groupes de thématiques les indicateurs, et on ne va analyser l'exhaustivité des indicateurs que sur les champs qu'on aura estimés avec nos commanditaires comme étant prioritaires dans nos investigations. Quatrième remarque sur la méthode, on analyse systématiquement la manière dont les COJ sont gouvernés, donc la comitologie, pilotée, évaluée, en l'occurrence évaluée à mi-parcours, en l'occurrence pas, par opposition à Pôle emploi, par exemple, dans les conventions tripartites, où il y a plus souvent des évaluations de mi-parcours, et puis déclinée en convention pluriannuelle de gestion. Systématiquement aussi, cinquième remarque, on fait le suivi de chantiers de transformation, qui souvent ont un fort contenu de système d'information. Mes collègues vont donner des exemples. Et là, on analyse la conduite de projet, on analyse ce qui a été fait, la manière dont ça a été fait et la performance que ça a dégagé, tant en productivité qu'en service aux usagers, par exemple. Sixième remarque, on produit parfois des livrables d'étape, ce qui correspond à ce que j'ai dit quand il s'est agi de prioriser et de phaser les missions en fonction des besoins des commanditaires et du débat parlementaire et de la négociation. Et enfin, on fait systématiquement une restitution finale
avec les managements des caisses et les directeurs généraux et leurs équipes restreintes pour vérifier que ce que l'on va écrire dans le rapport n'implique pas des aspects qu'on n'aurait pas vus. Ça permet de fiabiliser et de sécuriser de manière ultime ce que l'on écrit. Et une remarque finale, on a essayé de faire quelque chose que l'on va faire plus systématiquement à l'avenir, mais c'était pour la coche de la CNAV, qui n'est pas représentée ici. On avait fait un contrôle préalable d'une CARSAT, donc d'une caisse locale. Et à l'avenir, et on l'a inscrit dans le programme de travail de l'IGAS, qui désormais est triennal, on va régulièrement pratiquer des contrôles locaux de caisses locales, éventuellement thématiques. On va les cibler sur des sujets dont on estime que très probablement ils feront l'objet, ce ne sera jamais exhaustif, mais il y a quelques sujets, les SI, certains chantiers de déploiement, la qualité de service aux usagers. Donc on va les pointer dans les contrôles de caisse que l'on fera, qui à leur tour alimenteront les missions COGE que nous ferons dans quelques années. Et par ailleurs, dans le programme de travail, on a en ce moment même une mission dont je ne donnerai pas le détail, mais qui porte sur la relation de service aux usagers, qui est transverse non seulement aux caisses de sécurité sociale, mais aussi à d'autres opérateurs, qui incontestablement alimentera ces travaux. Donc l'idée, c'est de faire des choses en amont pour qu'après, les équipes soient vraiment ciblées sur les sujets du moment et utilisent toute cette matière pour leurs travaux sans avoir à le reproduire, mais de manière un peu imparfaite, parce qu'un contrôle dans une caisse unique, ça n'est pas suffisamment représentatif. Et voilà comment on en vient au rapport que l'on rend, et après on ne participe plus à la négociation, on n'est pas en appui, sauf à ce que par exception on puisse nous le demander, mais on n'a pas été missionné dans ce cadre-là aujourd'hui, ni dans le suivi des recommandations. Ça pourrait être le cas, ça n'a pas été le cas. Donc là, notre travail s'est arrêté à remettre ce rapport. Alors là, maintenant, on peut procéder, si vous le souhaitez, par Zoom, en prenant quelques exemples concrets dans les deux missions CNAF et CNAM, ou procéder à des questions-réponses comme vous le préférez. Merci beaucoup. Les COGE sont sur plusieurs années. Le PLFSS, il est annuel. Comment se fait le lien entre les COGE et le PLFSS? Des caisses, mais à ma connaissance, il n'y a pas de lien systématique homogène qui soit fait. Et après, on va peut-être prendre des exemples justement de cas où ça s'est fait et de cas où ça ne s'est pas fait. Alors, peut-être plutôt de manière générale, en fait. La COGE, effectivement, est pluriannuelle et elle prévoit, en fait, dans sa construction, des éléments sur la trajectoire des moyens. Donc, il y a une annexe qui prévoit cette trajectoire des moyens. Mais effectivement, chaque année, malgré tout, il y a l'adoption en PLFSS des moyens des caisses, des moyens de fonctionnement. Et quand il s'agit de mettre en œuvre des nouveaux dispositifs tels qu'ils figurent dans les caisses, tels qu'ils figurent dans les COGE, dans les objectifs des COGE, ou parce que en cours de COGE, des réformes apparaissent. Et dans ce cas, de toute façon, il y a l'adoption du budget dans le cadre, ou de l'objectif de dépenses dans le cadre de la LFSS. Donc il y a effectivement le budget annuel et en même temps la trajectoire indicative des moyens dans la COGE. Si je peux me permettre, parce que c'est là qu'on met le doigt sur quelque chose d'assez paradoxal, vous dites chaque année en LFSS, et c'est logique, nous votons les moyens de fonctionnement des caisses telles qu'elles figurent, telles qu'elles sont après déclinées dans les conventions d'objectifs et de gestion. Je parle sous le couvert de mon collègue Cyril Isaac-Sibyl, qui est comme moi membre de cette commission des affaires sociales et qui suit de longue date les PLFSS. Nous n'avons jamais, nous ne discutons jamais des moyens de fonctionnement des caisses de sécurité sociale au long cours. On peut y être amené à poser des questions quand un article de la LFSS va impacter le fonctionnement des caisses, mais à aucun moment, nous n'avons à connaître, ici dans le débat parlementaire, contrairement au moment du vote du budget de l'éducation nationale, on sait concrètement les moyens en termes de personnel qui sont mobilisés pour les écoles en fonction de telle ou telle réforme. Là, à aucun moment, ni d'ailleurs dans la présentation des ministres, ni même dans les documents, alors ça doit se trouver dans une des annexes, et encore, je ne suis même pas certain de savoir où dans le PLFSS on a une visibilité sur
le back-office en fait de la politique de la sécurité sociale et sur le fonctionnement. Et c'est, je crois, un des sujets que nous, on a envie de pouvoir aborder quand on aborde les PLFSS, c'est de se dire, indépendamment, je le redis, de nouvelles dispositions qui vont être mises en place, qu'en est-il du fonctionnement des caisses? Et alors, pour aller en avant sur la pluriannualité, que se passe-t-il quand, en cours de COG, de nouvelles dispositions introduites en LFSS viennent incrémenter la charge de travail et donc les moyens nécessaires de telle ou telle caisse? J'ai le souvenir dans le passé, au moment de la création de l'ARIPA, l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, c'était, je ne sais plus à quel moment, mais en cours d'exécution d'une COG, et forcément, ça a eu un impact sur les moyens que la CNAF négociait avec la direction de la sécurité sociale, et on pourrait poser la question de manière prospective là. Voilà, on nous annonce des choses sur le congé parental. Immédiatement, quel type de conséquences ça a sur les moyens de fonctionnement des caisses? Alors, nous, le prisme, évidemment, qu'on a est pas tant... La LFSS. Voilà, c'est vrai, ouais. Évidemment. Notre prisme, c'est par rapport à ce qu'il y avait initialement écrit dans la COG, que sont devenus les moyens de la COG. Et alors, c'est pas systématique, mais le plus souvent, on s'aperçoit de plusieurs choses. Petit 1, souvent, les trajectoires en effectifs, je parle sous le contrôle de mes collègues, ont été respectées par la Caisse. Souvent, il y a une mise sous tension de ces effectifs. En revanche, les gains de productivité qui étaient estimés à partir de ce que l'on avait espéré de la mise en œuvre de chantiers de gains de type automatisation, digitalisation, mise en place de SI, eh bien, ces gains-là sont souvent en dessous de la réalité ou plus tardifs que ce qui avait été espéré. Et puis, entre-temps, il y a eu, comme le précisait Jérôme Gage, certains chantiers qui se sont immiscés en cours d'exécution de la COG et qui n'étaient pas prévus dans les moyens. Il y a une exception, il y a eu une clause de rendez-vous à la CNAF. Tu pourras en parler, Corinne. Donc nous, ce que l'on constate souvent, et ce n'est pas propre à la sécurité sociale d'ailleurs, on le voit aussi par exemple sur les conventions tripartites Pôle emploi, c'est que entre l'équilibre initial qui était celui de la COG, et qui à la limite, lui, peut-être a été présenté dans le PLFSS de l'année de cadrage de la négociation de la COG, il y a beaucoup de choses qui évoluent, et sur les moyens, et sur la charge, et que c'est souvent pas pris en compte dans le pilotage de la COG, dans l'actualisation de la COG, d'où nous, des propositions que l'on fait parfois on les formalise, parfois pas, de doter les COG de moyens de clauses de rendez-vous, de moyens d'indexation. Alors il y a plusieurs pistes possibles, mais qui permettent de les rendre plus réactives aux imprévus, que ce soit dans la mise en œuvre elle-même de la COG ou que ce soit dans le contexte politique ou socio-économique ou sanitaire, d'ailleurs, l'exemple de la CNAM est flagrant, qui peut intervenir en cours d'exécution. Mais c'est vrai que ce que je dis ne répond qu'imparfaitement à la question de vue du Parlement, évidemment. Mais ça peut recouper des choses. Merci bien. Donc, effectivement, on va peut-être prendre des exemples pratiques. Et donc, commencer par la CNAM. Oui, et commencer par la CNAM. Alors, nous, on avait quelques questions, justement. Par exemple, effectivement, lorsque la CNAM a intégré, effectivement, d'autres régimes, RSI étudiant, comme on a pu le faire, comment ça peut se faire? Là, effectivement, vous soulignez une dérive inquiétante des délais de traitement des indemnités journalières. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Les actions de prévention sont-elles suffisamment valorisées au niveau de la CNAM? Et quelles évaluations vous pouvez faire des actions de maîtrise médicalisée des dépenses concernant le médicament? Pour quelques exemples par rapport effectivement à ce que vous avez pu mettre effectivement dans votre évaluation, si vous pouvez nous illustrer ça par rapport à la CNAM, et puis ça nous permettra de rentrer dans le sujet. Merci. Pour commencer sur l'intégration des autres régimes, donc l'intégration des régimes, c'était à la fois les mutuelles de fonctionnaires, mutuelles d'étudiants, et le régime social des indépendants. On a considéré à l'issue de notre évaluation que cette intégration s'était faite dans de bonnes conditions et donc était plutôt un point positif pour les services de la Caisse nationale et aussi pour le réseau. En fait, c'est une intégration qui a concerné 9,5 millions de bénéficiaires et plus de 4000 ETP, donc ça représente
en fait une intégration d'ampleur d'autres régimes. Cette intégration d'ampleur, elle s'inscrit malgré tout dans un mouvement, puisque ça avait commencé, ces intégrations notamment de mutuelles, avec la fin des délégations de gestion sous l'empire de la précédente COJE. Malgré tout, celle-ci est particulièrement marquée par ce mouvement. Alors, cela s'est fait en plusieurs étapes, notamment pour les mutuelles entre 2018 et 2019, donc à différents trimestres de ces années-là. Pour le régime social des indépendants, l'intégration s'est faite de manière très courte, sur plusieurs semaines, et en particulier en plein début de la crise sanitaire. Malgré tout, la continuité de service a pu être assurée pour l'ensemble des nouveaux bénéficiaires. Ça a été aussi transparent pour ces bénéficiaires. Et s'agissant des agents qui étaient intégrés à la CNAM, une mission, c'est-à-dire un service ad hoc, a été mis en place à la Caisse nationale pour assurer le suivi en fait de l'intégration des agents, proposer à la fois des formations et aussi des bilans de ressources humaines. Donc ce sont ces éléments qualitatifs qui nous ont permis de dire que c'est une intégration plutôt réussie. Ça a permis aussi d'apporter une nouvelle offre de services aux nouveaux adhérents en termes de téléservices, par exemple pour les étudiants en termes d'actions de prévention. On a toutefois signalé deux bémols, c'est-à-dire le paiement des indemnités journalières pour les travailleurs indépendants, puisque la CNAM ayant fait le choix de décommissionner les anciens outils et de mettre en place de nouveaux outils pour l'outil des indemnités journalières des travailleurs indépendants, il y a eu quelques difficultés de fonctionnement au début qui, au bout de quelques mois, ont pu se résoudre. Et puis, deuxième autre bémol, c'est le juste degré à trouver pour la CNAM, mais qu'elle était bien en train de trouver au moment de notre évaluation, entre, on va dire, une standardisation pour tous les assurés du régime général de toutes les offres de services, et en même temps une adaptation aux spécificités de certains publics. On peut penser aux étudiants, qui ne sont pas non plus complètement le public jeune dans sa globalité, et les travailleurs indépendants qui ont des caractéristiques socio-économiques un peu différentes des salariés, par exemple. Voilà, donc pour nous, c'était un bilan plutôt positif, on va dire. Voilà donc sur ce sujet-là. Je peux vous parler des indemnités journalières voilà, dans la suite. Donc effectivement, pour nous, un des points plus faibles de la mise en œuvre de la Convention d'objectifs de la CNAM, c'était les délais de traitement, la qualité de service et notamment les délais de traitement pour payer les indemnités journalières. Les indemnités journalières, ça représente en 2019 plus de 8 millions donc de paiements d'indemnités. C'est un trend assez dynamique s'agissant des arrêts maladie. Sur cette période-là, donc, eh bien, la CNAM a dû intégrer le traitement des indemnités journalières des travailleurs indépendants. Elle a surtout dû prendre en charge les indemnités journalières dérogatoires liées au Covid, celles pour isolement, celles pour garde d'enfants, 12 millions en 2021 et 2022 au total, donc c'était très important. Malgré tout, c'est un système qui pâtit d'une réglementation très complexe, arrêt de travail maladie, arrêt de travail maternité, arrêt de travail lié à la maladie professionnelle, avec un système encore différent pour les travailleurs indépendants. Ce sont aussi des systèmes d'information assez obsolètes. L'outil Progrès qui doit être remplacé par l'outil Arpège et pour lequel, en fait, au moment de notre évaluation, un fort retard avait été noté. Et par ailleurs, pour que l'indemnité soit payée, il faut que plusieurs acteurs interviennent, pas que les services de traitement de la caisse, aussi les médecins, donc ils envoient l'avis d'arrêt de travail dans les temps et de préférence de manière dématérialisée, et aussi que les données de l'employeur
soient bien renseignés de manière optimale par la déclaration sociale nominative, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc l'ensemble explique finalement des délais de traitement longs. Les objectifs étaient fixés en fin de coge à 25 jours. L'objectif n'était pas atteint. Ils ont été sur la durée, au début de la coge, environ de 29-30 jours. Au moment de la crise du Covid, c'était plutôt dans les 40 jours, 45. Et surtout, on s'est attaché à regarder les écarts entre, notamment pour cerner les indemnités, les délais de traitement les plus longs. Et on a pu constater ainsi, à partir d'échantillons, que plus l'indemnité était complexe, par exemple des gens qui ont plusieurs employeurs, les travailleurs à domicile, et plus le montant de l'indemnité était faible, plus le délai était long. Donc c'est une situation particulièrement délicate parce que derrière, elle touche des populations particulièrement fragiles. Voilà. Donc c'est ces éléments-là qu'on a pu noter à l'occasion de la COGE. Voilà. Sur les actions de prévention et la gestion du risque, ce sont deux thèmes, suite à ce que disait Thomas Audiger tout à l'heure, qui ont fait l'objet de dépriorisation lorsque l'on a retravaillé avec les commanditaires sur la lettre de mission, compte tenu en fait de la charge de travail à effectuer pour l'évaluation de la COGE, et aussi du fait que ces deux grandes thématiques avaient beaucoup pâti de la crise sanitaire, donc l'évaluation s'avérait peu pertinente. Ah oui. Eh bien, c'était inscrit dans le cadre du plan de gestion du risque, dont on n'a donc pas fait l'évaluation non plus, puisque, en fait, finalement, le plan qui s'appelle Rénov GDR, dont la mise en œuvre était prévue sur la durée de la COGE, a été fortement retardé du fait de la crise sanitaire. Je précise qu'on a inscrit l'évaluation GDR au programme de travail, mais quand on aura suffisamment de recul pour pouvoir véritablement l'évaluer, donc j'imagine que ce sera en 2025. On s'adaptera en fonction des conditions de déploiement, mais on l'évaluera. Merci bien. Pour rester sur la CNAM, donc ça c'est ce qu'on a pu effectivement voir par rapport à votre rapport. Est-ce qu'il y a d'autres choses à signaler par rapport effectivement à la COGE de la CNAM ? Durant la période de la COGE, en fait, en termes de transformation du réseau, au-delà de l'intégration des régimes, il y a eu encore un pas de fait en termes de mutualisation des services et donc des différentes du traitement des différentes missions des caisses partagées pour plus d'efficience, et une transformation des accueils avec en fait la mise en place d'une stratégie multicanale, donc par téléphone, par mail avec les différents téléservices. Il y a eu beaucoup de développement de téléservices, certes, du fait de la crise sanitaire, mais pas que. Et donc une forte transformation du réseau. Ce qu'on pouvait voir à la fin de notre évaluation, c'est que effectivement, il y avait une nouvelle démarche qui s'était enclenchée, y compris de la part des assurés dans l'utilisation des téléservices, mais restait maintenant à bien cibler en fait le doux dosage entre l'accueil physique à maintenir, notamment pour des personnes moins à l'aise avec le numérique, l'usage des téléservices et le traitement des appels téléphoniques, puisque pendant la crise, il y a eu un fort usage des plateformes téléphoniques qui sont avérées fortement débordées avec des délais d'attente assez importants. Et donc ça, c'est pour aussi le délai. Et derrière, il y a une question de modèle à établir sur ces plateformes et sur la structuration en fait, de la réponse à l'assuré, entre ce qui doit être fait par un premier niveau d'information et d'agents à l'accueil, dit front office, et le traitement du dossier au fond, dit back office, pour apporter en premier ressort
le maximum d'informations à l'usager pour qu'il ne soit pas, pour qu'il ne réitère pas un appel notamment, et surtout qu'il ait la réponse à sa question. Merci bien. Pour poursuivre et mieux comprendre, parce que l'assurance maladie, c'est comme c'est un grand monde. La COG, elle est construite entre la DSS et l'assurance maladie. Pour vous, qui l'évaluez, qu'est-ce qui l'a construit? Qu'est-ce qu'il écrit? Est-ce qu'il y a des directives qui sont précises? Comment ça fonctionne? On voit bien que l'assurance maladie, c'est un vaste monde. Il y a le problème de la DSS, il y a aussi l'offre de soins. Comment est-ce que l'offre de soins intervient? Là, on voit effectivement, on décline par rapport avec les caisses primaires. Les caisses primaires, est-ce qu'il y a des grandes différences entre les caisses? Ça, je trouve c'est toujours intéressant à voir effectivement comment ça fonctionne. Et puis après, comment se fait l'interface? Est-ce qu'en même temps, par rapport à... On voit bien pour tout ce qui est gestion des hôpitaux, au niveau des ARS, est-ce que vous-même, lorsque vous évaluez, vous allez voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la gestion et des moyens de gestion des hôpitaux? Au niveau de l'élaboration de la COG, souvent la caisse établit un premier projet qui fait l'objet de débats, de discussions avec la direction de la sécurité sociale, mais pas que. Généralement, sont aussi associées aux discussions les autres directions du ministère qui sont concernées. Ouais. C'est quand même la direction de la sécurité sociale qui porte et coordonne cette négociation. Vous avez évoqué, ensuite, dès lors que le projet a été négocié et qu'il est signé, il est décliné avec le réseau sous forme de contrats pluriannuels de gestion. Donc, ce sont des COG locales, on va dire. Voilà. Qui fixent globalement les mêmes objectifs aux caisses, mais pas nécessairement, notamment du fait des mutualisations d'activités qui font que toutes les caisses n'ont pas désormais complètement toutes les mêmes missions. Et puis, en fonction aussi du contexte sanitaire local, il peut y avoir certaines adaptations en mettant l'accent plus ou moins sur un objectif ou un autre. Globalement, donc, ces CPG restent identiques. Malgré tout, on note ensuite dans la mise en œuvre des écarts de performance entre les caisses que la Caisse nationale essaie au fur et à mesure avec différents outils de rectifier, donc les différents moyens de pilotage et de dialogue de gestion avec les caisses de rectifier, mais il perdure quand même des écarts entre caisses. Et je pense que j'ai oublié une partie de votre question. Eh bien, la direction générale de l'offre de soins fait aussi partie des directions qui sont associées aux côtés de la DSS à l'élaboration de la COG dans les conditions que j'ai précisées de portage en fait par la DSS de l'élaboration de la COG. Au niveau local, les ARS sont associés au CEPAM, enfin, c'est ce qu'on a pu percevoir de notre évaluation, notamment sur les chantiers qui touchent à l'aide à l'installation des professionnels, à la mise en œuvre de la coordination des soins sur le territoire, sujet qui intéresse aussi les ARS. Une question qui m'interpelle par rapport au COG, quelque part, c'est des contrats d'objectifs. Est-ce que c'est normal que ça soit effectivement les caisses qui écrivent les objectifs? On pourrait tout à fait, et je pense que ce n'est pas un cas général, peut-être que dans certaines caisses, ça j'avoue, je fais plusieurs évaluations de COG, mais pas toutes,
peut-être que pour certaines caisses nationales, un premier jet est fait aussi, un premier draft pour la négociation peut être fait par la direction de la sécurité sociale. Je pense que ça peut tout à fait exister. Après, ce qui est important, c'est la négociation autour des objectifs et les échanges qui durent souvent plusieurs mois, donc avec des négociations thématiques entre la direction de la sécurité sociale, coordonnatrice des directions de l'administration centrale, et puis la Caisse nationale. Pour revenir sur la prévention, elle est beaucoup portée effectivement par rapport aux ARS. Enfin, tout ce qui est prévention populationnelle, c'est plus porté par les ARS, par leur direction santé publique. Comment se fait ce lien entre la Caisse nationale, ses déclinés, comment fonctionnent les liens entre la Caisse nationale, les ARS régionales et les caisses locales? La Caisse nationale avec les caisses locales, elle a son outil CPG et elle organise les dialogues de gestion et les points réguliers, puisqu'elle en fait aussi avec son réseau sur différentes thématiques. Voilà. Après, au niveau du lien ARS, il passe plutôt par les caisses primaires, et au niveau régional aussi par les directions de coordination de la gestion du risque, dans le cas de la mise en œuvre d'actions en commun, d'actions partagées. Voilà. Pour vous, tout ça est fluide? Je pense qu'au niveau local, ce n'est pas toujours très fluide. Il y a des missions de l'IGAS qui ont identifié des missions qui n'étaient pas des missions COGE, mais des missions qui portaient sur les ARS, etc., que la coordination entre l'assurance maladie et les ARS, parfois sur certains sujets où c'était une des CEPAM qui était censée être chef de file pour toute la région et faire l'interface avec l'ARS, la coordination pouvait vraiment varier d'une région à l'autre dans la qualité de la manière dont la CEPAM chef de file se coordonne avec les autres CEPAM de la région. Voilà. Je réinsiste, et puis on laissera tomber l'assurance maladie. Donc là, effectivement, on va auditionner effectivement la DSS, après on auditionnera effectivement la caisse, des caisses locales. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner par rapport à ces auditions? Sur les caisses locales, je ne sais pas quels sont quel est le nombre de caisses locales que vous allez auditionner. En tout état de cause, ce qui est intéressant, c'est de voir des panels assez divers, parce qu'entre le fonctionnement d'une grosse caisse de la région parisienne et le fonctionnement d'une petite caisse dans une région de taille beaucoup plus modeste, les fonctionnements peuvent être différents. Et aussi, cela peut dépendre de la distribution des activités entre caisses avec les mécanismes de mutualisation qui fait que l'activité de la caisse peut avoir un profil différent. Donc, c'est intéressant d'avoir une certaine diversité. Ce que l'on observe, et c'est au-delà de la sécurité sociale, mais dans nos missions. Ce que l'on observe dans pas mal de missions de l'IGAS, et on a capitalisé autour de ce sujet, c'est que les réseaux nationaux s'organisent souvent pas si bien que ça pour faire remonter, la vision usagée, c'est-à-dire en faisant parler vraiment l'usager. Il y a des indicateurs, il y a des représentants des usagers, mais la parole des usagers, on a désormais des outils pour le faire, des enquêtes, des experts qui font parler les usagers, etc. Et ça remonte assez peu. Et de la même manière, en bout de chaîne, les praticiens qui délivrent le service dans le dernier kilomètre, comme c'est convenu de l'appeler aujourd'hui, on fait mal remonter ces paroles-là, les bonnes pratiques, ce qui marche et ce qui ne marche pas, alors même que dans les expériences où on a pu voir que c'était fait, ça avait une vraie valeur ajoutée, dès lors que ça vient alimenter les stratégies de ces opérateurs.
Donc vous demandiez des conseils, peut-être essayer de voir dans quelle mesure on pourrait mieux faire ça à l'occasion du dialogue entre caisse nationale et caisse locale, peut-être. Merci bien. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'indicateurs, peut-être trop. Vous pouvez nous en donner quelques-uns et voir que par rapport à ça, est-ce qu'on ne va pas prioriser ces indicateurs? En préparant cette réunion, plusieurs de mes collègues m'ont corrigé quand je dis qu'il y avait trop d'indicateurs. Ils m'ont dit qu'il y a trop d'actions. Voilà, c'est surtout ça le problème, c'est l'émiettement de l'action. Il y a des objectifs en nombre raisonnable, mais ils sont tout de suite atomisés en nombreuses actions et finalement le nombre d'indicateurs en découle. Et il y a des indicateurs ciblés, pas ciblés, d'autres d'éclairage et quelque part il y a toute une hiérarchisation des indicateurs. Le nombre en soi n'est pas problématique, encore faut-il qu'il soit bien hiérarchisé autour d'un nombre suffisamment réduit d'actions pour que ce soit soutenable par les caisses. Mais je vais laisser mes collègues vous donner des exemples. Puisqu'on est sur le nombre d'actions pour la coche CNAM, il y a 167 actions. Donc c'est important. C'est moins que sur la coche précédente, si j'ai bien encore toutes les données à l'esprit. Mais malgré tout, ça reste un nombre important, autour de 5 axes stratégiques. D'accord. Et parmi ces actions, il n'y a pas de priorisation, en fait. Non, elles sont regroupées par axes qui sont censés être des axes prioritaires à mettre en place pour la durée de la coche, mais après, il n'y a pas de priorisation. La première dans la liste n'est pas plus importante que la troisième. Et la priorisation aurait deux vertus. Une qui est absolue, qu'on voit qu'à 147 actions, même pour un grand réseau, c'est beaucoup. Mais si on se dit qu'il faut que les COG soient évolutives, plastiques, parce que le contexte socio-économique peut évoluer, parce qu'il y a des chantiers qui peuvent se rajouter en cours de route, on a quelques exemples, et pour la CNAM et pour la CNAF, si vous le souhaitez, il faut pouvoir définir le socle d'actions qu'on ne touchera pas et celles dont on gagera le degré d'importance pour intégrer la nouveauté en cours de route. Voilà. D'accord, merci. Oui. D'actions qui auraient pu être priorisées ou d'indicateurs qui sont beaucoup trop détaillés. On avait pris quelques exemples. Il y a aussi la question des indicateurs qu'on ne considère pas nécessairement suffisamment parlants pour évaluer la situation. Par exemple, tout à l'heure, j'évoquais le sujet des indemnités journalières. On a un délai moyen de traitement, mais ça serait intéressant d'avoir un indicateur qui mesure les écarts ou qui se centre sur justement la mesure du délai pour les dossiers les plus complexes que j'évoquais tout à l'heure. Parce que ça, c'est vraiment un indicateur de... Derrière, la non-tenue de ce délai de traitement a des impacts forts pour les assurés concernés, dès lors qu'on parle en plus d'un revenu de remplacement. Tout à l'heure, vous parliez effectivement de systèmes d'information qui étaient obsolètes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, sur cette COG, la CNAM a travaillé à la mise en place de systèmes d'information qui n'étaient pas initialement prévus, notamment ceux qui étaient liés à la mise en œuvre de la réforme du 100% santé ou de mon espace santé, l'espace numérique en santé. Donc, c'était des chantiers conséquents qui ont dû être priorisés par la CNAM. De fait, et ensuite, il y a eu la crise sanitaire avec la création des outils liés au suivi du dépistage. Donc, l'ensemble de ces chantiers a retardé la mise, j'allais dire aux normes, mais le terme n'est pas adapté, des systèmes d'information dits métiers. Et notamment, j'évoquais l'outil qui sert au traitement des indemnités journalières, qui s'appelle l'outil Progrès, qui doit être remplacé par un outil qui s'appelle Arpège, qui est d'ores et déjà utilisé pour le traitement des indemnités journalières des travailleurs indépendants et qui devait être élargi
à l'ensemble des assurés. Ce sujet-là a pris du retard du fait des nouveaux chantiers que je vous ai explicités, mais aussi parce que, j'allais dire presque par nature, la mise en œuvre des systèmes d'information prend malheureusement souvent du retard dans l'échéancement. Donc, ça implique une lourdeur de gestion plus importante pour les services. Comment vous expliquez ce retard? C'est lié à un manque de moyens, justement? Moi, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec un directeur de la CNAM antérieur, notamment sur mon espace santé, le carnet de vaccination, qu'on m'avait promis pour 2019. On voit que les années passent et c'est toujours pas en place. Pourquoi ces retards et de temps en temps le manque de réactivité de la CNAM? Alors, dans le cadre de notre évaluation, on n'a pas étudié l'ensemble des chantiers des systèmes d'information, ni même et la façon dont ils ont été conduits dans le détail. Ce qu'on peut noter, malgré tout, dans le process de construction des systèmes d'information, c'est que quand ils sont mis en œuvre, il n'y a pas nécessairement d'évaluation ex post des coûts, des moyens et d'évaluation aussi ex ante, et surtout ça pour la mise en œuvre du projet. Et peut-être, mais je dis peut-être parce qu'on n'a pas eu l'occasion de l'évaluer, aussi il est question de calibrage du système d'information, du temps homme nécessaire pour la mise en place et potentiellement des moyens financiers associés. Je peux compléter. Comme c'est des constats que l'on fait quasiment à chaque mission COGE, on en déduit qu'il y a potentiellement des questions plus systémiques, et du côté du commanditaire, de la tutelle, comme on voudra, de l'administration centrale, et du côté des caisses. Au niveau de l'IGAS, ça nous a interrogés. C'est des sujets sur lesquels il y a beaucoup d'asymétrie d'information. On est dans de la technique, on est dans des domaines qui peuvent être peu ouverts. Et donc, on est déjà en train d'essayer de se muscler. Nous, dans nos effectifs, on recrute des experts des systèmes d'information. Et on a commencé d'ores et déjà à faire des missions, du côté du pilotage, du côté de l'État. Comment est organisé, on l'a fait en bonne intelligence avec Franck Von Lennep, comment s'organise le pilotage du sujet SI dans la sécurité sociale, parce que les COGE elles-mêmes, dès le début, nous semble-t-il, dans la plupart des missions qu'on fait, empilent des chantiers sans forcément penser la somme des chantiers, l'accumulation de la charge, notamment pour la fonction SI. Et de l'autre côté, on s'interroge sur la qualité du fonctionnement de la fonction SI, de l'organisation de la fonction SI dans les caisses. Et pas que les caisses, d'ailleurs, dans les grands opérateurs de l'État de manière générale. Alors, il faut qu'on trouve le bon équilibre. Ils ont une autonomie de gestion, donc on ne va pas rentrer dans le détail de l'organisation sur tout sujet de manière trop fréquente. Mais ces sujets sont tellement systémiques et tellement structurants qu'on s'est dit qu'on allait, et c'est en cours, on est en train de les concevoir, faire des missions sur la manière dont les opérateurs, dont les caisses de sécu, gèrent leurs fonctions ici. Merci bien. Et pour finir avec l'assurance maladie, on voit bien que de temps en temps, il peut y avoir des relations difficiles entre les caisses, les assurés, les professionnels de santé. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que vous évaluez ça? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui évaluent ça? Dans le sens où lorsqu'on rencontre, je veux dire, grosso modo, chaque fois on nous dit, mais les relations avec l'assurance maladie peuvent être difficiles ou de temps en temps pas compréhensibles. Est-ce que des systèmes, par exemple, comme Amélie, ont amélioré ce genre de choses? Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous avez pu l'évaluer? C'est pas un point que l'on évalue directement, je dirais. En fait, en revanche, les outils type, j'allais dire, dans les appels, par exemple, pour évaluer la satisfaction de l'usager, dans les appels téléphoniques, et les retours des usagers même par mail, et tout, on peut sentir
il y a nécessairement une part d'insatisfaction. S'il y a beaucoup d'appels sur les IJ, ça traduit en fait un problème derrière parce que nécessairement ça veut dire que la personne n'a pas reçu son indemnité journalière ou qu'il y a une question. Donc ça peut s'évaluer par ces indicateurs-là. Ça peut aussi s'évaluer à travers des enquêtes de satisfaction quand elles sont mises en place, sachant qu'il faut être prudent sur la façon dont sur les questions posées dans les enquêtes de satisfaction. On sait que derrière la construction des questions, on peut capter une réponse de l'usager. Il n'y a pas de moyen, me semble-t-il, dans la COJ pour cerner l'opinion des professionnels de santé, sauf à faire des enquêtes de satisfaction. En revanche, c'est plutôt dans le cadre conventionnel, et là, généralement, il y a le retour des professionnels de santé, effectivement, qui est connu, dans le cadre des discussions. Ou des échanges, après, plus réguliers sur la mise en œuvre des projets qui associent les professionnels et leurs représentants. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses à poser par rapport à la CNAM? Bon. Donc maintenant, effectivement, on peut passer effectivement à la CNAF. Donc nous, on avait quelques questions. C'était effectivement, vous rappelez les difficultés qui ont conduit au non-respect de la trajectoire concernant les équivalents temps plein moyen annuels, l'effet de la crise sanitaire et de la réforme des aides au logement, l'existence d'un double standard de qualité de service rendu selon la caisse, dont relève l'usager, et puis les chantiers qui s'annoncent avec le principe de la solidarité à la source. Comment est-ce que vous voyez tout ça? C'est vaste comme question. Sur la première question, qui est celle effectivement de la trajectoire des effectifs qui n'a pas été respectée, en fait, en ce sens que la trajectoire a été revue à la hausse au cours de la COJ. C'est lié essentiellement au fait qu'il y avait un certain nombre de tensions sur la production et l'arrivée de nouveaux dispositifs. On pense à l'allocation logement, mais on pense aussi à l'extension, par exemple, de la prime d'activité, voire, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, en matière d'intermédiation des pensions alimentaires, une extension plus rapide que ce qui avait été prévu initialement. Donc ça consomme un certain nombre de moyens humains et de moyens informatiques. Et au regard des tensions existantes sur la production courante, il a été décidé en cours de COJ de réattribuer des effectifs pour chacune des missions nouvelles qui pouvaient être confiées. Ça a été le cas aussi où on a eu en fait de nouvelles modalités de gestion du RSA dans certains départements. Et donc, au fur et à mesure que ces missions qui n'étaient pas prévues initialement sont arrivées, il y a eu une négociation entre le niveau national de la Caisse et puis la DSS pour réattribuer des moyens humains. Ce qui veut dire qu'on a en fait une COJ qui est assez atypique de ce point de vue. On commence par diminuer, on diminue beaucoup, parce qu'en milieu de COJ, on a presque atteint l'objectif final. Pourquoi? Parce qu'on a un volume national, mais après, il faut le départementaliser. C'est-à-dire quand chaque directeur a une opportunité de pouvoir éventuellement réduire les effectifs par rapport à l'objectif qu'il a dans 2 ans, il va la saisir, notamment dans les petites caisses. On n'est pas en retraite, une démission, et on va réorganiser tout de suite, parce qu'on sait que si on recrute dans 1 an, on va être confronté à la difficulté d'un sureffectif. Et donc, en milieu de COJ, on réaffecte les moyens. On a un certain temps de latence, et on peut dire qu'à la fin de la COJ, en fait, on a atteint la trajectoire revisée. Donc, si on faisait des courbes, on a des courbes qui se croisent, en fait. C'est très technique, en fait, mais il y a eu quand même des missions complémentaires qui ont été très importantes dans un contexte difficile en termes de production, puisqu'on avait misé sur le fait que la production était liée à une automatisation accrue,
qui n'a pas été à la hauteur des espérances en termes de gains de productivité, puisqu'elle a été plus longue à être mise en œuvre que par rapport à ce qui avait été imaginé initialement. Et puis la technique visant à aller récupérer un certain nombre d'informations, notamment avec la mise en place sur la location logement, et c'est peut-être l'occasion de faire la transition avec la question sur la location logement, n'a pas apporté les satisfactions attendues. Puisque dans la réforme de la location logement, c'est une de vos questions, on part d'un système où finalement on calcule annuellement le niveau de la location logement sur une base de ressources qui est très stable, puisque c'est une base de ressources qui date d'il y a 2 ans. La volonté, c'est d'avoir une allocation qui est au plus près de la réalité du revenu du bénéficiaire. Et donc, on décide de la calculer tous les trimestres, et puis une fois par an, et avec des ressources assez contemporaines, mais qui s'avèrent ne pas être stables, ne pas avoir la qualité de ressources anciennes. Je peux l'illustrer. Des heures supplémentaires qui sont payées en différé. Des indemnités journalières qui n'ont pas été payées le bon mois et qui vont être payées le mois suivant par l'entreprise, en fonction de la date à laquelle elle va clore sa paye. Tout ça a un certain nombre d'effets. Et comme on recalcule 4 fois dans l'année, on a forcément, à un moment ou l'autre, des situations qui peuvent arriver, des situations d'indu, avec un besoin de réassurer le public, qui multiplie les mails, qui multiplie les venues, pour être assuré, puisque le public, au lieu d'avoir une certitude de ressources sur l'année, il a une certitude de ressources sur le trimestre. Et ça peut créer une certaine forme d'insécurité. Et notamment avec les effets d'indu. Puisque un certain mois, en fait, on ne vous a pas payé vos indemnités journalières, l'information, elle ne donne pas cet élément qualitatif. Elle dit en gros la rémunération a diminué. Ça ouvre droit à une majoration de l'allocation logement. Et quand on réintègre l'indemnité journalière dans le mois, finalement, on a un montant qui a été perçu à tort et qui crée de l'indu. Et donc une insécurité financière pour le bénéficiaire. Donc ça explique un petit peu la difficulté. Et une charge de travail forte pour les agents, parce qu'on est sur des événements qui sont beaucoup plus longs à traiter. Et puis quand ça commence à dégénérer, c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'on téléphone, on vient, on envoie un mail, et comme on veut une explication, pas une fois dans l'année ou en début d'année quand ça change, c'est 4 fois dans l'année parce que ça change. Donc en fait, on a un même public qui peut venir 4 fois pour essayer de comprendre ce qui s'est passé au lieu de venir une fois. Donc il y a une charge, en fait, en termes d'accueil et de relation du public qui a été considérablement accrue dans un contexte où d'autres dispositifs ont accru aussi le nombre de bénéficiaires, le nombre de contacts usagers. L'évolution, finalement, de l'extension de la prime d'activité a généré plus de bénéficiaires, donc plus de contacts usagers, à la fois sur les demandes, mais aussi sur éventuellement les demandes d'explication. Et dans un phénomène où, en fait, comme on avait misé sur de l'automatisation, la productivité a été calculée par rapport à un temps moyen, mais finalement, le temps moyen de production sur un dossier est accru, puisque ce qui reste à traiter de bout en bout, c'est ce qui n'est pas automatisé. Ce qui n'est pas automatisé, c'est aujourd'hui les procédures les plus compliquées par rapport à des procédures standards d'un jeune actif qui a un revenu, qui vit seul et qui va demander l'allocation logement. Là, on va être confronté éventuellement avec des changements de composition du foyer familial qui peuvent être liés à différents événements. Et donc, le dossier est plus complexe à la fois dans la relation humaine et dans le nombre d'événements à prendre en compte. Donc la productivité moyenne standard d'un dossier moyen n'a plus le même sens qu'antérieurement. C'était donc le double standard. Vous aviez la question sur notre expression du double standard. Donc le double standard est surtout apparu dans la sortie de la période de Covid. On sort de la période de Covid, les droits étaient gelés. Finalement, on avait figé. La période de Covid, en fait, redonne une activité économique, rechange les bases de ressources, notamment de certains nombre de personnes qui étaient en activité partielle.
Donc elle crée forcément en fait, une hausse d'activité liée à la reprise économique, à la reprise de l'activité. À ce moment-là, on réintroduit les réformes de l'allocation de logement que j'ai décrites il y a quelques instants. Et on est avec des constitutions de stocks de dossiers qui deviennent très significatives. À ce moment-là, il y a une première décision qui est prise, c'est de ne plus traiter les dossiers, j'ose dire par ordre d'arrivée, mais par ordre de priorité. C'est-à-dire qu'en fait, sont traitées en priorité toutes les prestations qui relèvent des minima sociaux, avec un effet différé sur d'autres prestations, mais qui ne sont pas sans incidence. Le jeune couple qui a demandé une allocation pour la garde d'enfants dans ce qu'on appelle le CMG, en fait, donc, et n'est pas prioritaire, puisque ce n'est pas un minima social. Mais au bout de 4 mois, il n'a pas eu de compensation, j'ose dire, du mode de garde de son enfant. Et finalement, ce différé de versement fait que ça devient pour lui, à titre individuel, une priorité. Donc ça, c'est le fait qu'en fonction de la nature de la prestation, on choisit de prioriser certains publics par rapport à d'autres. Et la deuxième différence, c'est qu'on n'a pas d'identité de délai de traitement d'un département à l'autre. Et donc, pour la même prestation, en fonction du département dans lequel vous résidez, le délai de traitement avant que la prestation vous soit accordée, révisée, réajustée, va différer. Puisque, en fait, un des objectifs qui est la convergence, finalement, de performance à l'égard entre les caisses est un objectif qui n'est pas abouti. Donc, ça fait un double standard. En fonction de ce que vous voulez et de l'endroit où vous résidez, le délai peut être très différent. Alors, cette période de double standard a conduit quand même la Caisse à réagir. Elle a retravaillé avec ses priorités telles que je viens de les indiquer. Et en fait, elle est rentrée dans une démarche nouvelle qui est d'un pilotage national beaucoup plus fin de la production, à travers la mise en place d'un certain nombre d'outils qui permettent de piloter finement le stock caisse par caisse et de pouvoir définir dans les caisses ce qui est finalement prioritaire, avec des outils nouveaux et la construction d'un réseau interne qui permet que chaque directeur de caisse puisse s'appuyer sur ces outils pour lui-même travailler sur un pilotage plus fin. Et pour les caisses qui étaient les plus en difficulté, il y a ce qu'on appelle en fait les caisses à fort enjeu, c'est-à-dire c'est des caisses dans lesquelles il y a un pilotage du directeur départemental, enfin du directeur de la CAF, mais avec un regard accru et des moyens éventuellement accordés de renfort temporaire du niveau national pour réajuster les délais et revenir sur des délais plus acceptables du point de vue des usagers. Ce pilotage a l'air anodin, mais dans un réseau où le département a une autonomie très forte, finalement, c'est un mal pour un bien, si je puis dire, en ce sens que finalement, on a outillé la gestion des stocks beaucoup plus finement. Ce qui aujourd'hui est un véritable atout. Et ça permet aussi de prioriser par rapport au calendrier de versement des prestations ou des recalculs. On peut s'adapter en fonction des caractéristiques, puisque on peut avoir une proportion de bénéficiaires du RSA qui va varier d'un département à l'autre, ce qui permet au directeur, lui, d'ajuster en fonction de la typologie de ses bénéficiaires. Et sur la dernière, sur les grands chantiers, les chantiers n'avaient pas la définition et la précision qui nous permettent d'avoir un avis sur la solidarité à la source. On en était tout au début, si ce n'est de dire de ce qu'on a pu voir un peu, je veux dire, dans l'environnement de cette question, les difficultés qui ont été mises en place au moment de l'introduction de l'allocation logement, où on est rentré d'une phase où on a finalement conduit à la réforme de l'allocation au logement pour tout le monde en même temps dans tous les départements, et quelle que soit votre catégorie juridique, et dans un schéma différent, puisque la solidarité à la source, fort de cette expérience, il y a finalement un calcul en double qui a été fait pour certains départements, pour progresser notamment sur la manière dont c'était construit. C'est-à-dire que le bénéficiaire du RSA, on lui verse son RSA, et on lui calcule à blanc ce que serait la solidarité à la source avec les informations finalement dont dispose le système d'information publique
ce qui permet aussi de voir, je veux dire, les qualités à mettre en œuvre derrière. Donc il y a tout ce travail qui a été conduit, qui permet de faire un calcul à blanc, en fait, hein, et qui ne concerne pas tous les départements. Mais quand vous allez auditionner la CNAF, le directeur général pourra vous expliquer plus finement comment, en fait, ce travail a été fait. Ce qui est intéressant, et c'est pourquoi je le souligne, alors que ce n'est pas dans notre champ, c'est que finalement, de l'expérience douloureuse, je veux dire, de la location au logement, la Caisse en a tiré un certain nombre de nouveaux modes opératoires. Merci bien. Là, vous parlez effectivement, vous, d'après ce que je comprends, effectivement, les caisses locales concernant la famille sont plus autonomes que pour la maladie. Comment est-ce que vous voyez les choses? Pour avoir échangé avec les deux missions, c'est tout à fait différent, en effet. Une caisse primaire d'assurance maladie, en plus on a fait un contrôle d'une caisse primaire d'assurance maladie, elle a beaucoup moins d'autonomie qu'une CAF par rapport à son réseau national, y compris dans son organisation, son intranet, c'est un intranet unique pour tout le réseau, c'est vraiment pas les mêmes cultures de gestion. Et pareil, au niveau du système d'information, ils sont autonomes ou pas? Parce que vous dites qu'il y a un pilotage national qui est plus fin. Est-ce qu'il y a, entre guillemets, d'après ce que je comprends, est-ce qu'on a nationalisé le système d'information? Le système d'information a acquis une profondeur supplémentaire par rapport à ce qu'il y avait antérieurement, et jusqu'à bien identifier la réalité de l'activité de la Caisse qui, avant, était dans le spectre d'intervention du directeur et de son équipe rapprochée. Il y a un système d'information unique national, y compris dans le réseau CAF. Oui, oui. Voilà. C'est vraiment l'exception. Les capacités de développement de SI locaux, c'est des petits outils de pilotage maison. Je pense que c'est extrêmement réduit. Là, les systèmes d'information sont des grandes choses, mais qui posent question du point de vue de leur soutenabilité, de la capacité à bien gérer les projets SI, etc. Et le format des missions COGE permet mal de l'appréhender parce qu'on a peu de temps. Et faire une analyse en profondeur d'un projet SI et de la dimension liée aux infrastructures et à la soutenabilité de l'ensemble fait que la manière de l'approcher, pour nous, c'est de faire des missions en tant que telles sur ces sujets-là, éventuellement interrégime. Et ça suppose en amont que l'on se dote de compétences en la matière, et c'est ce qu'on essaie de faire en ce moment. Il y a un sujet dans le rapport alors, qui est toujours compliqué, qui est la question de l'action sociale des caisses. Alors, vous indiquez que vous n'avez pas pu le creuser plus que de raison, alors même qu'il y a la mise en place du service public de la petite enfance. Ça a toujours été une difficulté dans l'évaluation des COGE des CNAF, parce que est-ce qu'il y a une politique nationale de l'action sociale, là où souvent les CAF et les administrateurs des CAF, ils voient là le précaré à travers lequel ils peuvent aussi imprimer leur marque. Et est-ce que, je crois que dans une de vos recommandations, vous dites qu'il faudrait qu'on arrive enfin à un socle opposable d'action sociale auprès des caisses, alors avec des marges d'adaptation. Et donc, de manière plus transversale, toutes les caisses ont de l'action sociale. Est-ce que c'est des sujets que, dans les COGE, vous arrivez à regarder, alors là, on voit bien les difficultés d'intensité, parce que alors, après, voilà, c'est marginal en termes de dépenses. Je ne sais plus, ça doit être 500 ou 600 millions d'euros l'action. Je parle des ordres de grandeur, les marges de l'ensemble des caisses. Donc, par rapport aux 60 milliards de prestations que versent les CAF, on est sur des dépenses. Mais c'est souvent des éléments qui posent la question à la fois de l'égalité de traitement sur le territoire national et puis surtout de la mise en œuvre avec les partenaires locaux. Puisque pour partie, que ce soit dans les politiques, je sais pas, d'aide à la parentalité, de centres sociaux et surtout le travail social qui est au cœur de l'action sociale, comment est-ce qu'on... en gros, voilà, je reformule ma question, est-ce qu'il est possible, non pas de recentraliser, mais de standardiser davantage les politiques d'action sociale, et notamment sur le volet du service public de la petite enfance, où là, quand même, falloir y avoir quelque chose d'un peu homogène sur le territoire national?
Effectivement, comme on le souligne, on a plutôt regardé la manière dont le travail pouvait être piloté que finalement la nature des actions. Par contre, il est certain que chaque CAF a son règlement intérieur d'action sociale qui permet, en lien avec le conseil d'administration de la CAF, de choisir les priorités qu'elle peut mettre dans la partie de budget qui lui est réservée et qui est minime. Donc aujourd'hui, le premier pas qui a été franchi est plutôt de travailler autour des instruments. C'est-à-dire, en fait, d'obliger à regarder, à travailler avec le territoire autour de conventions, et notamment en lien avec les collectivités locales, qui sont souvent au cœur du système, puisqu'on est très souvent, en fait, dans du cofinancement. Donc, de ce point de vue, aujourd'hui, il y a vraiment ce mouvement, en fait, qui a comme mérite de donner et de la transparence. Par contre, il n'y a pas de regard du national sur les priorités dans le règlement. Alors après, les accueils de la petite enfance, je veux dire, obéissent à des règles de financement national. On a quand même les gros postes de financement obéissent à des règles nationales. Mais les choix d'orienter le financement vers un dispositif ou vers un public, je veux dire, plutôt qu'un autre, relèvent des décisions locales. Les gars, c'est intervenu sur ce sujet sur les années qui viennent de s'écouler. Il y a 2 rapports dont je ne connais pas bien le contenu parce que c'était avant que je prenne mes fonctions, mais un sur les sujets interbranches, et notamment la question des fonds d'action sociale était abordée. Un sur la coopération locale sur les fonds d'action sociale avec les collectivités locales. Ça date il y a je crois, 3-4 ans. Mais on pourra, dans le cadre de l'écrit qu'on pourra vous remettre, vous donner des précisions là-dessus. Et puis, beaucoup plus récemment, on a fait une mission sur le pilotage du FNAS, mais c'était hors dépenses petite enfance. Mais là, l'idée était de trouver des règles de décision et des outils permettant d'évaluer le rapport coût-bénéfice de ce qui est financé. Alors, ça ne donne pas une politique sur le fond, mais ça donne une méthode pour vérifier que ce qui est décidé au niveau local l'est fait sur des règles de bonne gestion. On pourra, si vous êtes preneur de ça, on pourra vous envoyer des éléments qu'on recueillera auprès des inspecteurs qui ont fait l'émission dont je parle. Merci beaucoup. Effectivement, moi, je suis dans le Rhône. Les centres sociaux, c'est une vraie mission dans le Rhône. Effectivement, c'est très inégal en fonction des départements, le financement de l'action sociale. Merci beaucoup. Maintenant, on va venir sur la MSA. Parce que je ne sais pas si effectivement vous avez effectivement des choses à nous dire, dans le sens où j'entends bien, il y a tellement, je crois effectivement vous êtes plus ou moins spécialisé en fonction des caisses. Je ne sais pas si vous pouvez nous répondre sur tout, entre l'URSSAF, la MSA, la CNSA. Je ne sais pas quelle est l'étendue de vous. Il se trouve que Céline Perruchon avait également participé à la mission sur la COG MSA, même si on ne l'a pas spécifiquement préparée. On travaille donc sans filet. Mais je pense que Céline va pouvoir vous apporter quelques précisions. Moi, j'ai une question que la MSA m'a toujours posée, si j'ose dire. C'est la caisse qui, elle, a de fait, historiquement, réussi à faire l'unité de gestion, parce qu'elle fait la famille, la retraite, la maladie et les accidents du travail. Et est-ce que dans l'évaluation de cette COG et en gros, ce que vous voyez dans une COG, quelle est la transposabilité que vous êtes capable de faire? Alors, je ne suis pas en train de dire il faut que demain matin, on propose une caisse unique de sécurité sociale et on aura satisfait nos cours de première année de questions sociales avec les 3 U et on aura donc l'unité avec une seule caisse. Mais pour autant, est-ce que ce modèle-là, et y compris du point de vue, parce que c'était le sens de la question qu'on voulait vous poser sur la qualité du service rendu à l'usager et sur l'idée de l'interlocuteur unique capable d'appréhender l'ensemble des risques couverts, est-ce que c'est... alors on n'est pas du tout sur des échelles comparables et donc transposables, mais est-ce que pour autant, dans des moments où vous vous laissez aller à des évolutions plus disruptives, comme on dit, c'est des sujets dont vous vous êtes dit, là on a matière à inspiration?
Donc, comme l'a précisé Thomas Audiger, on n'avait pas prévu d'évoquer directement ça en séance, donc je vais travailler sans filet avec ma mémoire. J'espère qu'elle ne me fera pas défaut. En tout cas, dans l'évaluation de la coche de la MSA qu'on a menée à la fin de l'année 2020, voilà. En fait, ce n'est pas un point qu'on a étudié en particulier. On était dans un contexte d'évaluation de coche un peu spécifique, dans un délai très court, parce que la lettre de mission avait été signée tardivement, avec une lettre de mission qui précisait des champs bien spécifiques à étudier, et dans un contexte de confinement, ce qui nous a d'ailleurs amené à revoir à la baisse nos déplacements locaux. Donc ça, on ne l'a pas particulièrement étudié. Alors, j'ai travaillé aussi à une mission sur les enjeux d'intérêt commun entre les branches du régime général, où, à cette occasion-là, effectivement, on s'est posé la question, d'une part, du fonctionnement des caisses générales de sécurité sociale, et donc qui sont un petit peu semblables, pas complètement, mais un peu semblables malgré tout au modèle MSA, à la caisse de Lozère, qui donc, elle, est un modèle, non, n'est pas non plus un modèle RSA, enfin, il n'y a pas le paiement des cotisations, et au rapprochement potentiel entre différentes branches, par exemple, et surtout, CAF-CEPAM, parce que les enjeux sont les plus proches. Ce qui nous semblait, c'est que, par exemple, s'agissant du modèle CAF-CEPAM, il peut y avoir des éléments de rapprochement à un peu plus développés qu'ils ne le sont actuellement, puisqu'il y a la caisse des Hautes-Alpes et deux autres caisses dont le nom m'échappe, j'avoue, qui ont fait l'objet de rapprochement. En fait, pour des raisons de taille critique des caisses, et notamment, et donc de maintien dans une certaine zone locale d'un contact avec l'usager sous différentes formes. Donc ça peut être intéressant. Au vu des expériences en cours, finalement, il y avait trop peu de recul pour évaluer si ces rapprochements étaient vraiment opportuns à beaucoup plus généraliser ou si on devait s'en tenir à certains cas d'espèce. Des éléments de contexte plus positifs, enfin, la Caisse nationale et les caisses locales sont plutôt pas trop favorables à ce type d'action, car très ancrées dans une action territoriale au niveau du département. Donc, pour autant, me semble-t-il que dans la COG actuelle qui a été signée de la CNAM, il y a une action plus qu'un objectif qui vise à étudier un peu plus de rapprochement. Voilà. Nous, après, sur des rapprochements plus conséquents, par exemple, sur les interbranches, enfin, même pour les questions de rapprochement CAF-CEPAM, mais encore plus si on intègre d'autres branches, se pose dans tous les cas la question des systèmes d'information et de l'interopérabilité. Donc ça, c'est vraiment, on l'avait vu dans les Hautes-Alpes, on avait eu des échanges un peu particuliers, ça reste toujours une question. Et donc, les systèmes d'information, la formation, bien sûr, derrière, aussi des agents aux doubles prestations, la double gestion des prestations, pour qu'il y ait un véritable partage et qu'il y ait un réel bénéfice à l'usager. Par rapport à ça, la MSA est intéressante ou pas? Alors, Alors, dans la COG, dans l'évaluation de la COG, ce n'est pas un point qu'on avait étudié, en fait. Donc, on n'a pas noté, on n'a pas noté en étudiant la qualité de service en général, de tenue de qualité de service nettement plus favorable du fait de ce point-là. Ajouter, donc la mission à laquelle faisait référence Céline Perruchon était un des rapports que j'ai cités tout à l'heure,
Ce que je peux ajouter, c'est que en ce moment même, on a une mission qui essaiera d'évaluer les parcours des usagers, donc la notion de parcours, qui déjà mérite d'être pensée, pour chaque caisse et France Travail, et pour l'ensemble. C'est-à-dire l'idée de vérifier que tout ça fait sens aussi d'un risque à l'autre, d'un service public à l'autre. Elle se penchera notamment, je l'espère, si on est au début de mission, sur l'utilisation du réseau France Service, qui peut aussi être une synergie. Et en écoutant la question de Jérôme Guedj, je me demandais, je ne sais pas si vous y êtes allé, Céline, mais si le modèle CGSS dans Outre-mer, où là, on a quand même une offre de service a priori intégrée, pourrait pas être un bon lieu aussi, comme la MSA, pour aller voir les synergies qu'on peut faire avec malgré tout, en back-office, le problème des systèmes d'information, mais on peut améliorer malgré tout la gestion de la relation usagée en front-office. Donc on est en train d'essayer de travailler là-dessus. Merci bien. Et donc les autres caisses, en fait, vous n'avez pas de vision particulière, que ce soit la CNSA ou l'URSSAF? On n'a pas de vision particulière sur ces caisses. Enfin, personnellement, je n'ai pas travaillé sur l'évaluation de ces coges-là. Ce qu'on peut dire sur la CNSA, c'est que leur réseau est complètement différent, puisqu'ils ne sont pas un réseau de caisses. Voilà, ça peut être la limite de l'exercice, on peut dire. Mais en tout cas, voilà, ils ont un rapport avec les conseils départementaux. Il y a la question du pilotage des MDPH, mais on est sur des fonctionnements complètement différents. Je termine par ce par quoi on avait commencé. Le paradoxe qui a justifié cette audition, c'est que les conclusions des COJ, je pense que nous, il faut qu'on prenne l'habitude à la Commission des affaires sociales au long cours, parce que là, on parle quand même du cœur des opérateurs qui mettent en œuvre les lois de financement de la sécurité sociale que nous votons. Et je pense, on évoquera ça en bureau de la Commission des affaires sociales, mais je pense qu'on ne peut pas lever le couvercle le capot de la voiture. Or, je trouve qu'on le fait peu dans notre travail de parlementaire. Alors là, on est moins dans le sujet de la préparation de la loi que vraiment de l'évaluation et du contrôle de sa mise en œuvre. Et donc, je pense que c'était vraiment l'idée d'origine qui avait motivé ces auditions. Même le fait qu'on auditionne ici, nous, régulièrement en commission des affaires sociales, les directeurs des caisses, et encore, quand il y a des textes qui sont un peu amenés à les concerner. Voilà. Et je pense que ça vaut le coup, en acculturation dans cette salle de la commission des affaires sociales, qu'on puisse avoir ce dialogue. Ce qui m'amène aussi à poser une toute dernière question, c'est dans les recommandations que vous faites, il y en a certaines qui vont être suivies et reprises par la DSS dans le suivi, le pilotage, les indicateurs. Il y a toujours une part de frustration, mais ça c'est le propre de l'exercice de l'inspecteur. Il n'y a plus de commission des suites au sens historique à l'IGAS, mais est-ce que dans le suivi et l'évaluation des COJ, la présence des inspecteurs de l'IGAS qui ont procédé aux évaluations ne devrait pas être, je dirais, institutionnalisée d'une certaine manière, pour qu'il y ait une sorte de mouche du coche qui de temps en temps puisse, puisqu'il y a un comité de suivi des COJ entre la DSS et les organismes, parce que ça n'aurait pas de sens que ceux des inspecteurs qui ont participé à la rédaction d'un rapport puissent aussi, de temps en temps, parce que votre commanditaire, c'est le ministère et donc la DSS, qui après en fait son miel, tient ou tient pas compte des recommandations que vous avez faites, mais je pense qu'il y a aussi un intérêt, y compris pour préparer les prochaines évaluations. Voilà. Alors, il se trouve qu'on a remis en place une commission des suites, mais sur un modèle un peu différent. Au minimum, on l'utilise pour les missions de contrôle. On peut l'étendre à toutes les missions où on se dit que les recommandations de l'IGAS, en tout cas la réponse aux problématiques soulevées par le rapport de l'IGAS, sont à la main de l'opérateur. Et il y a plein de choses où c'est tellement multifactoriel qu'on ne saurait pas qui inviter, et ceux qu'on inviterait diraient « oui, mais c'est multifactoriel, ça n'est pas à ma main ». Et alors, le cas particulier des COJ, il est intermédiaire.
Donc on réfléchit à quelque chose qui serait un rendez-vous où sur les éléments de la COG qui sont suffisamment directement issus de la mission COG, il y en a, on pourrait faire un suivi. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est arrivé, je crois, dans le passé. En tout cas, ça c'est arrivé du côté de Pôle emploi. Ce sont des missions d'évaluation de mi-parcours. Alors qu'il faudrait cibler, parce que sinon ça peut être des exercices très épuisants pour tout le monde, et finalement il y a plein de choses dont on savait à peu près où ils en étaient, donc il faudrait vraiment bien le cibler. Et je retiens aussi l'idée de, quelque part dans la gouvernance, avoir des temps, alors c'est pas forcément en étant membre d'une commission de suivi COG, mais ça peut être avoir un temps d'échange avec ceux qui ont fait la mission et la commission de suivi. Mais d'expérience, il vaut mieux, en amont de ce genre de temps, outiller les choses et que nous, on puisse aller contre-expertiser ce qui est donné par l'opérateur. Mais oui, on a en ce moment, je le disais tout à l'heure, une réflexion, et on la partage avec la DSS, sur le format des missions COG. Mais le format des missions COG, il y a un amont, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on programme comme mission IGAS. Je vais en parler sur les SI, j'en parlais sur les contrôles de caisses locales thématiques qui vont alimenter en amont, et qu'est-ce qu'on programme en aval pour faire du suivi, parce qu'on l'a bien vu, trop de choses se passent pendant la COG, et nous on relève les compteurs en fin de COG, et pour constater parfois que la COG elle-même, dans certains est en écart avec ce qui est devenu la réalité en cours d'exécution. Donc peut-être qu'il y a un format intermédiaire en effet sur lequel il faut réfléchir. Et il y a des choses qu'on a en tête, mais s'articuler avec la gouvernance des caisses et le suivi de la COG tel qu'il est organisé dans la gouvernance de la caisse, ça se regarde en effet. Bon, écoutez, merci infiniment. Non, c'est très instructif et je pense qu'effectivement, cet exercice, on va essayer de le faire un petit peu régulièrement dans le sens au niveau de la MEX. On essaye de renouveler les pratiques et je trouve que c'est très intéressant. Comment ça se passe concrètement et même les relations, je trouve. Quand vous disiez tout à l'heure, effectivement, que quelque part, c'est les caisses. Moi, je vois quelque part que c'est les caisses qui écrivent les COG. Quelque part, moi, j'aimerais bien savoir, effectivement, quelles sont les directives qui sont quand même données, dans le sens où quel est le rôle du ministère et des directions. Moi quelque part, ça m'interroge. J'en profite devant l'administrateur de la commission. Quand des rapports sont rendus publics par l'IGAS, ils sont mis en ligne sur le site. Il y a maintenant une page LinkedIn qu'il faut aller voir, nous a dit il n'y a pas longtemps le chef de l'IGAS comme support de communication. Mais moi, je voudrais être certain que nous, la commission des affaires sociales, à l'instant T, à chaque fois qu'il y a un rapport qui est rendu public par l'IGAS, est-ce que vous en êtes destinataire automatiquement ou est-ce qu'il faut faire une démarche proactive que d'aller regarder ce que met en ligne l'IGAS? Je dis juste ça dans la relation entre l'administration et les Je peux peut-être les vous parlementaires aider à répondre. Voilà. Parce que moi, Jusqu'à- non, mais en tous les cas, moi, comme membre de cette commission des affaires sociales, moi, j'ai d'autres canaux et une affection particulière pour cette maison. Mais je ne suis pas certain que nos collègues, à un moment, on leur dise, ben voilà, cette semaine ou ce mois-ci, voilà ceux des rapports qui peuvent vous être utiles. Nous, on passe notre temps à demander des rapports au gouvernement en votant des amendements de rapports, mais ce serait quand même bien qu'ils soient au courant des rapports, souvent de qualité, qui sont produits par l'IGAS. Donc je trouverais intéressant que formellement, j'en parlerai en bureau de la commission, mais j'y réfléchis là, qu'on ait, pas en temps réel, mais dire ce mois-ci ou cette semaine, voilà les rapports qui ont été rendus publics par l'IGAS. On met en place, alors je pense que c'est à la fin du mois, de ce mois-ci, un avis de parution. Alors on le fait déjà, mais pour un cercle très restreint, c'est-à-dire dès qu'on met en ligne, au moment où on met en ligne, on prévient un certain nombre d'acteurs, alors c'est surtout les acteurs médiatiques, et là on a fait une base de données de contacts d'acteurs du social, et dorénavant, donc j'irai à partir du mois d'avril, mais on voulait coupler ça avec le fait qu'on est en train d'actualiser notre logo et notre charte graphique, peu importe. On veut envoyer l'avis de parution, donc c'est un résumé rapide du rapport, et puis voilà, il est en ligne, allez-y, à l'ensemble des acteurs du social. Je vais donc m'assurer que, mais à la limite, dites-nous qui, est-ce que c'est la commission des affaires sociales, est-ce que c'est la MEX, etc., mais que les bons acteurs, à la minute où on met en ligne, auront l'info. Comme ça, on brainstorm là, mais je pense que pour que ce soit utile, c'est à la commission des affaires sociales. Ça peut être la présidente de la commission des affaires sociales, et c'est elle qui, pas forcément en temps réel, je sais pas, une fois par semaine, ou alors c'est peut-être pas son rôle de jouer le rôle documentaire, mais en tous les cas de partager l'information. Voilà. La présidente, la rapporteure générale et deux. Toi, tu veux être sûr de le
En temps réel, voilà. Mais moi, je pensais à nos petits collègues, donc voilà. Non, mais après, à nous de l'interpréter. Alors, et la mise en ligne, on la fait toujours valider par le ministre. Hein, voilà. Mais une fois que c'est mis en ligne, on prévient absolument qui on veut, et par définition, et donc vous en serez. Ouais. Non, mais ce sera... Parce que c'est pas que la commission aussi des affaires sociales. Il peut y avoir. Alors après, on aura le même problème sur l'IGF, l'IGA, en gros tous les rapports de l'administration. Mais Tu dors plus la nuit. ouais.